Bienvenue les amis, bienvenue sur 40 Something. Comme d'habitude, pendant la période estivale, on essaye de parler de tout un tas de sujets, et en ce moment, je ne sais pas si vous le savez, sans doute, il y a une grève des scénaristes qui sévit à Hollywood depuis début mai. Ces scénaristes viennent tout juste d'être rejoints mi-juillet par les acteurs. En gros, on a d'un côté la guilde des scénaristes et le syndicat des acteurs qui s'opposent au géant, l'AMPTP, qui regroupe un peu tous les producteurs hollywoodiens. Donc on parle des gros groupes, Sony, Warner, Paramount, Disney bien entendu, mais aussi Netflix, Apple, Amazon. Et ce conflit qui a démarré comme une grève des scénaristes plutôt classique, la dernière grève des scénaristes remontait à 2007-2008, elle avait duré un peu plus de 3 mois, ce conflit est en train de s'éterniser, il est en train de se transformer en véritable guerre des tranchées, et le mot n'est pas trop fort. Moi, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est de vous parler un petit peu des questions qui sont évoquées dans ce conflit, et vous allez voir que ça dépasse largement le cadre du petit écran, le cadre de la télé, ou même du monde du cinéma. Alors, quand on parle de grève des scénaristes, on parle de quoi? Cette grève qui a démarré début mai, elle s'est basée sur deux revendications. La première, elle est financière, elle concerne les droits résiduels. Qu'est-ce qu'on entend par droits résiduels? À la grande époque du ciné, il n'y a pas si longtemps, les scénaristes étaient payés une première fois pour leur travail, puis pour l'exploitation de leur boulot, sous toutes ses formes. En gros, on était payé au moment de la rédaction du scénario, et puis après pour l'exploitation en support du film, de la série, et puis après, lors des diffusions télé, avec une rémunération souvent calculée sur les revenus publicitaires. Donc ça leur permettait de vivre, et pas seulement de survivre, entre deux jobs, parce que là-bas on parle pas d'intermittence du spectacle, et c'était un système qui convenait à peu près à tout le monde. Maintenant, la donne est en train de changer, forcément, avec l'avènement du streaming. Ça, j'arrête pas de vous en parler sur cette chaîne, cette chaîne elle est toute récente, et pourtant, dans chaque bilan de fin d'année, on en a parlé, il y a une modification, la donne a changé aujourd'hui, et le grand écran est en train de laisser la place au divertissement à domicile, explosion des services de streaming. Alors là, c'est en train quand même de se tasser un peu, il y a des désabonnements à l'appel, les services de streaming sont en train un peu de lutter, mais malgré tout, Disney+, Amazon Prime, Netflix, Apple TV, voilà, c'est eux quand même aujourd'hui qui donnent un petit peu le là. Ceci dit, ces services ont un fonctionnement plutôt opaque, c'est-à-dire qu'on ne diffuse pas les audiences ni le nombre de clics. Et résultat, les scénaristes sont payé au forfait. C'est-à-dire que vous êtes payé une fois, vous écrivez le scénario d'une série, d'un film, et puis c'est fini. Alors bien évidemment, la situation ne leur convient pas du tout, pour une simple et bonne raison, c'est parce que si vous êtes le créateur, le scénariste d'une série bien en vogue, d'une série qui cartonne, qui fait des millions de clics, vous avez peut-être envie d'être un petit peu rémunéré pour votre travail. À juste titre. Et donc ça, c'est la partie purement financière de leurs revendications, que je peux comprendre en réalité. Je vous dis, en l'absence d'intermittence du spectacle, de trucs comme ça, on est en train de changer la donne, il faudrait peut-être voir à rémunérer les scénaristes pour les retombées financières de leur travail. Surtout qu'un scénariste, c'est pas un acteur en vue, c'est pas forcément un auteur. Ici, on parle beaucoup de metteurs en scène sur cette chaîne, on parle beaucoup d'acteurs, mais finalement assez peu de scénaristes. Les scénaristes, c'est un peu les hommes de l'ombre, c'est un peu les oubliés d'Hollywood. Et c'est d'ailleurs pour ça, en aparté, que vous avez déjà certains contenus qui ont disparu, qui vont disparaître des plateformes de streaming. On parle de plein de séries, de films, des exemples emblématiques qui ont quand même fait bondir, la série Willow, qui va disparaître de Disney+, cette série qui a peut-être déjà disparu de Disney+, qui est apparemment une horreur, moi je l'ai pas vue, mais on m'en a suffisamment parlé en mal pour que j'ai pas envie de la voir. Bref, cette série, elle a disparu, ou va disparaître de Disney+, c'est normal, parce que les gros studios, ils commencent à sentir le vent souffler, ils se disent que si les scénaristes voient aboutir leurs revendications, ils vont devoir les payer plus pour des contenus qui génèrent quelques clics ou qui sont pas forcément les plus porteurs des services. Donc en fait, ils décident déjà de s'en débarrasser, d'une certaine manière. Bref, ça c'est la revendication côté porte-monnaie. Les acteurs s'y mettent aussi, parce que bien entendu, eux aussi ils veulent leur part du gâteau. C'est assez simple et légitime de comprendre ça. Maintenant, il y a une deuxième revendication qui m'intéresse beaucoup plus, c'est le recours à l'intelligence artificielle. Et là, la guilde des scénaristes est venue s'opposer à ça, parce que l'intelligence artificielle est arrivée comme un rouleau compresseur dans nos vies, et c'est là que le sujet me semble passionnant, parce qu'à travers ce sujet, l'intelligence artificielle, on parle d'une question éthique, autant que philosophique, c'est pas seulement réservé au monde du cinéma, et je trouve finalement que ces scénaristes, le combat qu'ils sont en train de mener, c'est un combat qu'ils mènent pour nous tous, pour notre vie à tous. Aujourd'hui, ChatGPT est partout, tout le monde en parle, tout le monde en fait la promotion comme si c'était quelque chose d'extraordinaire, et moi je trouve pas que ce soit extraordinaire, et ça sera le point de vue de cette émission. Je vais vous en parler très rapidement. Maintenant, la revendication des scénaristes, elle est toute simple. Ils veulent tout simplement pas être remplacés par des robots. Et les acteurs, c'est un petit peu différent, ils souhaitent pas être clonés à leur insu. En gros, les scénaristes veulent pas qu'on bosse à leur place, alors
Concernant les scénaristes, il y en a certains d'entre vous qui seront tentés de dire « Mais de toute façon, vu la qualité des scénarios que nous sert Hollywood depuis des années, quand on voit les Transformers, les Fast and Furious, ou d'autres projets, des Disney ou des Marvel, je veux dire, on peut se poser la question de savoir pourquoi ils gueulent. » Vous aurez sans doute raison, sincèrement, mais malgré tout, c'est quand même un métier, je préférerais toujours avoir un film qui soit écrit par une bonne femme ou un bonhomme que par une intelligence artificielle. Je vous avoue que si je vais au cinéma et que je vois un film qui a été écrit par une intelligence artificielle, je me poserai vraiment des questions sur moi-même, sur qu'est-ce qu'on me sert. Parce que l'intelligence artificielle, elle nous ramène quand même, j'en ai déjà parlé sur cette chaîne, à notre condition d'être humain. C'est-à-dire que tout le monde se prend pour quelqu'un de très original, on pense tous être très originaux dans nos vies, avoir des goûts très tranchés, tout ça. Et puis arrive l'intelligence artificielle, elle nous dit « Mais non, vous n'êtes pas originaux, parce qu'une intelligence artificielle, elle fait des millions de calculs, elle compile des tonnes et des tonnes de données en quelques secondes, et elle va vous pondre un travail que vous n'êtes même pas capable de faire vous-même. Moi, par exemple, j'aime bien regarder des films, j'aime bien lire des BD, j'aime bien jouer de la guitare. Et bien, si je me mets à composer un morceau, que je compose un morceau à la guitare, ouais, je vais avoir l'impression d'avoir composé un morceau super sympa. Mais il faut pas se leurrer, n'importe quelle intelligence artificielle va en faire un mieux que moi en 2 secondes. Et pire, elle pourra même cloner ma voix, il n'y a pas de problème, parce qu'on voit aujourd'hui que les intelligences artificielles sont capables de simuler des voix, de simuler des façons de jouer. En gros, vous prenez un groupe comme Def Leppard, par exemple, que j'adore, Def Leppard qui est un petit peu en mode automatique sur ses albums, vous prenez une intelligence artificielle, vous lui demandez de nous faire un nouveau Def Leppard, elle va vous le faire. Elle va vous le faire nickel, vous verrez pas la différence entre Joe Elliott au chant, Phil Collen à la guitare, elle va vous compiler toute la discographie de Def Leppard, accoucher de nouveaux morceaux, vous verrez pas la différence. Et c'est souvent là le problème, c'est qu'on shift souvent cette réflexion autour de l'intelligence artificielle sur le fait que l'intelligence artificielle ne pourra jamais remplacer l'humain. C'est une grave erreur, parce que l'intelligence artificielle, elle l'a déjà prouvé, alors qu'imaginez, c'est un petit peu les balbutiements de l'intelligence artificielle, on n'est pas dans Terminator, et bien pour le coup, elle a déjà prouvé qu'elle peut remplacer l'humain. Certaines personnes vont vous expliquer que on ne pourra jamais remplacer la fibre artistique de l'homme, mais c'est complètement faux, surtout à une époque comme la nôtre, une époque d'art contemporain. L'art contemporain, vous allez par exemple, moi je vis à côté non loin de la station F, par exemple, à Paris, et ils nous ont posé une sculpture art contemporain, on dirait une espèce de gros étron argenté, ça va quelque part entre un beignet... ou, dans le pire des cas, la chiasse du surfeur d'argent, c'est immonde. C'est un truc qui a dû coûter des centaines de milliers d'euros à la mairie de Paris, donc à nous. Vous n'allez pas me faire croire qu'une intelligence artificielle peut pas faire un truc mieux que ça. Il y a plein d'émissions sur Internet, plein de gens qui se sont prêtés à cet exercice, et franchement, aujourd'hui, l'intelligence artificielle, elle est partout, elle vous fait des flyers, elle vous fait des affiches de spectacles. On sent quand c'est une intelligence artificielle, pas forcément. Pas forcément, aujourd'hui, depuis... un bon moment maintenant, on utilise tous les outils numériques à notre service, et l'intelligence artificielle, elle est capable de les utiliser mieux que nous. Donc là, la fibre artistique pour composer un morceau, la fibre artistique pour faire une affiche, non, franchement, l'intelligence artificielle, elle peut le faire, et les acteurs sont venus même rentrer dans ce combat, parce qu'ils ont peur, eux, de se faire cloner. C'est-à-dire, on entend quoi par cloner? Bah ouais, quand vous voyez le de-aging aujourd'hui, il y a quelques années, on clonait Peter Cushing ou la princesse Leia, on voyait quand même la supercherie, puis plus tard on a eu Michael Douglas, c'était déjà mieux fait, vous voyez le dernier Indiana Jones, je l'ai pas énormément apprécié, vous le savez, mais pour le coup, les effets de de-aging sur Harrison Ford étaient vraiment incroyables. On peut aujourd'hui sortir une série, on peut encore faire 25 films avec Indiana Jones jeune, et je suis sûr que des spectateurs qui ne connaissent pas trop Harrison Ford ne verront pas la différence. Donc il n'y a pas de problème de ce côté-là. Par contre, les acteurs commencent à s'inquiéter, parce que quand vous signez un contrat, vous signez pourquoi finalement? Ils ont très très peur qu'on utilise leur voix, qu'on utilise leur image à leur insu aujourd'hui. Donc en gros qu'on les clone numériquement. Et il y a plein d'acteurs qui ont commencé à signer cette pétition, Meryl Streep, Ben Stiller, à des gens qui sont ouvertement exprimés. Hein. On pense à Brad Pitt, il y a Will Smith, Bryan Cranston, l'acteur de Breaking Bad, qui lui a carrément dit s'il vous plaît, ne nous remplacez pas par des robots. Donc on voit un peu là la teneur des inquiétudes qui animent Hollywood. Et cette inquiétude est légitime, parce que vous avez des gens à la tête de ces gros conglomérats, comme Bob Iger. Et Bob Iger, c'est un petit peu le cancer de Disney. J'ai des mots très durs, mais sincèrement, depuis qu'il est à la tête de Disney, l'entreprise, elle fait ça. Au niveau qualité, c'est en train de complètement s'effondrer. Et on le voit. Et d'ailleurs, je pense qu'il est en bout de course, parce que là, les gens, aujourd'hui, on leur a tellement servi de la merde, excusez-moi, qu'ils
commence à le sentir, et donc on voit des films qui commencent à marcher un peu moins, La Petite Sirène, on commence à voir des projets qui récoltent pas ce qu'ils devaient récolter. La dernière série, Secret Invasion, par exemple, ne marche pas du tout sur Disney+. Une série avec Nick Fury, avec Samuel L. Jackson. Les gens n'ont tout simplement pas envie d'aller la voir, ils n'ont même pas la curiosité d'aller cliquer dessus. Donc c'est-à-dire que Marvel est en train de prendre l'eau. Et je pense que c'est pas fini, parce que le prochain, par exemple, le Marvels, le film The Marvels, qui est prévu pour dans pas longtemps, je pense que ça sera un four aussi. Parce que ça intéresse juste personne. Quand personne n'en parle, je veux dire, c'est un film qui est condamné à se prendre le mur. En plus, vous prenez Kamala Khan, sa série que tout le monde a trouvé super bien, tout le monde a adoré cette série, mais elle n'a pas fait un clic non plus. Enfin, elle a marché un petit peu, elle a marchoté. Mais vous prenez Kamala Khan, puis Monica Rambeau, je crois qu'elle s'appelle, et puis Captain Marvel, ça va pas vous faire un film qui va fédérer les foules. Mais bon, revenons-en à un autre sujet. Bob Iger, par exemple, il est très très fier de l'intelligence artificielle. D'ailleurs, le générique de Secret Invasion a été intégralement composé par une intelligence artificielle. Et il s'en félicite. Vous voyez la gueule du générique, vous êtes libre à vous d'en penser ce que vous voulez. Je vous laisse juge. Mais en tout cas, Bob Iger, il est très très fier de ça. Il faut savoir qu'en ce moment, je vous ai parlé de guerre des tranchées, parce que ça pose de vrais problèmes. Ça fait très longtemps qu'à la tête des gros studios, il n'y a plus d'hommes de l'art. Il n'y a plus d'artistes. Il y a des financiers qui vont se rémunérer grassement de manière totalement indécente. On parle souvent des banques, alors à ce niveau-là, c'est indécent, et qui vont rémunérer des actionnaires de façon encore plus indécente. Et c'est ces gens-là qui sont décisionnaires. Guerre des tranchées, pourquoi ? Parce que dans le même temps, les scénaristes se mettent en grève, et les gros studios font paraître des annonces dernièrement. Il y a plusieurs studios qui ont fait paraître des annonces avec des salaires mirobolants, on parle de 900 000 $ par an, ou des salaires complètement fous, pour recruter des gens qui seraient en charge de développer l'intelligence artificielle. En gros, c'est un coup de bluff. Ils envoient un message au scénariste pour dire « Tu vois l'annonce que j'ai publiée, si tu continues à me faire chier, voilà ce qui va se passer. » Alors, on a le droit de trouver ça un peu dégueulasse. Moi, personnellement, c'est mon avis. Mais le fait est que, pour l'instant, le conflit s'embourbe, tout simplement parce que les studios ne veulent pas lâcher. Parce que pour eux, c'est une perte à gagner, mais absolument immense. Pour la MPTP, si vous commencez à toucher aux revenus résiduels, vous allez modifier la donne. Dès que vous allez faire du clic et tout, ça va rémunérer à juste titre un peu les scénaristes, donc ça les arrange pas, manque à gagner. Pour l'intelligence artificielle, eux, ils y voient, mais le messie. Imaginez, vous remplacez des scénaristes, vous avez l'intelligence artificielle qui arrive, qui vous pond des scénarios nickel, vous n'avez plus à payer. Et cette intelligence artificielle, elle est en train déjà de remplacer plein de métiers dans notre société. Il faut savoir que, par exemple, dans les offices de notaire, aujourd'hui, je crois que le métier de clerc de notaire est en train d'être remplacé par un logiciel. Il faut bien le comprendre. En ce moment, ce conflit dépasse largement les frontières d'Hollywood, et c'était ce que je voulais vous partager avec vous. C'est qu'au bout d'un moment, quand on parle d'intelligence artificielle, on ne parle pas juste d'un domaine ciblé, on parle d'une transformation totale de notre société. C'est ça qui me passionne, c'est que c'est une question éthique, une question philosophique, c'est de savoir vers quel monde, vers quel futur on va se diriger. C'est pas parce que c'est brillant, que c'est séduisant, que ça nous promet de nous aider dans notre vie de tous les jours, qu'il faut y aller comme ça, les yeux fermés. Je suis pas en train de vous dire que l'intelligence artificielle ne va pas faire du bien. L'intelligence artificielle, par exemple, dans le domaine médical, peut faire des choses magnifiques que l'humain ne pourra même pas faire. Évidemment qu'il y a des bons côtés à l'intelligence artificielle, mais les dérives que ça peut entraîner dans notre société, elles sont juste terribles. Et là, pour le coup, on le voit à travers l'exemple des gros studios. Les gros studios campent sur leur position, parce que pour eux, c'est une façon de se rémunérer encore plus, de se protéger des futures grèves des scénaristes. L'intelligence artificielle, c'est leur allié. Les scénaristes, ils y voient une façon de se faire totalement remplacer. Et je vous le dis encore, c'est juste une façon d'envisager le monde de demain. Ce serait que de moi, franchement, moi je dirais tout de suite non à l'intelligence artificielle. Moi j'ai pas été sur ChatGPT, mais je vois partout des gens qui sont très fiers, des étudiants, des écoliers, des lycéens qui sont très fiers de faire leurs devoirs par ChatGPT. J'ai envie de dire, attends les gars, quand même, quoi, c'est ton écriture, c'est ton texte. Ah oui, c'est facile, la tentation est grande. Mais qu'est-ce que t'as toi à y gagner, quoi? Quand on voyait les mondes qu'imaginait George Orwell, ou Aldous Huxley, Le meilleur des mondes, 1984, des espèces de dystopies, on est en train de plonger en droit dedans. On imaginait alors des gens qui auraient des codes barres tatoués sur le cou, sans imaginer une seule seconde que ces codes barres, on se les tatouerait nous-mêmes, avec nos portables, avec nos réseaux sociaux, en mettant toutes nos informations à disposition de tout le monde. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de vous tatouer un code barre sur le cou, on sait tout de vous, parce que vous l'avez mis en ligne, on l'a mis en ligne. Donc en réalité, dès qu'on a un portable,
on est déjà fiché. Donc en fait, cette dystopie qui est en train de se créer, on en est les propres acteurs. Et l'intelligence artificielle, il y a un moment, il faut peut-être un peu dire stop, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Vous voyez, c'est un peu le film, le documentaire, le Cauchemar de Darwin. Cauchemar de Darwin, si vous l'avez vu, c'est un documentaire que je trouve absolument passionnant. On introduit la perche du Nil en Afrique, et puis on voit les catastrophes qui en découlent. On a voulu juste apporter un poisson pour nourrir les gens et tout, et puis c'est une catastrophe écologique. Dernièrement, tout récemment, et ça m'intéresse un peu de revenir là-dessus, quand est arrivé le wokisme, en gros, quand est arrivé le wokisme, il n'y a pas si longtemps, tout le monde a trouvé ça super, tout le monde a applaudi, oui c'est génial, on va donner de la visibilité aux minorités, on va enfin mettre tout le monde à égalité, c'est bien pour le vivre ensemble, c'est très bien. On a laissé la porte ouverte au wokisme, personne ne s'y est opposé. Aujourd'hui, des années plus tard, les gens commencent à grincer des dents, parce qu'on commence à censurer, voilà, il faut utiliser le bon mot, on censure Roald Dahl, on va censurer Ian Fleming, les écrits de James Bond, on va remplacer des mots par d'autres. Et petit à petit, on commence à censurer tout un tas de trucs, on censure Agatha Christie. Donc voilà où on en est. Et Roald Dahl, quand on l'a censuré en Angleterre, là ça s'est monté au créneau, quoi. Je veux dire, le Premier ministre britannique s'est emparé de la question, Camilla s'est exprimé, tout le monde a dit c'est une horreur. L'éditeur n'a pas bougé d'un iota. Il a dit, bon ok, si vous voulez la version originale, on la publiera, mais on la publiera dans des éditions spéciales, bien chères, tout ça, spécial collector, mais par contre l'édition normale que vous aurez, c'est la nouvelle version, censurée donc, où n'apparaîtront pas les mots grosses, les mots... Voilà, il y en a parmi vous peut-être qui défendent encore cette initiative. Moi je trouve qu'il faut quand même accompagner les gens dans la lecture aujourd'hui, accompagner les gens dans la découverte des classiques, et ça me touche, parce que moi je bosse dans la littérature jeunesse. Et je pense qu'il faut accompagner les plus jeunes dans cette lecture en leur expliquant que c'est des films, des livres, des disques parfois, d'une autre époque. Donc ils sont dans leur jus. Ça sert à rien de faire du révisionnisme et tout ça. Ça nous donne au contraire l'occasion d'expliquer autre époque, autre mœurs. Mais là, pour le coup, il faut quand même accompagner les lecteurs dans cette découverte-là. Bon bref, je m'égare un peu, ce que je voulais vous dire là, c'est que l'intelligence artificielle, c'est pareil. Là, elle arrive, tout le monde dit « Ouais, super, on lui ouvre la porte, joyeusement, ChatGPT, t'es mon ami ». Non, ChatGPT n'est pas votre ami, quoi. Franchement, moi, je préférerais toujours un mauvais morceau, un peu perfectible, un peu imparfait, qui est créé par un vrai artiste, par un musicien, quoi. J'aime bien, moi, les imperfections, tout ça. Mais même dans le cinéma, il y a des petites imperfections qu'on peut chérir, plutôt qu'une copie nickel rendue par une intelligence artificielle. Vers quel monde on va aujourd'hui ? Je veux dire, franchement, dans quelques temps, on va se rendre dans les salles de cinéma, enfin... pour le peu que le cinéma survive à cette révolution, on va se rendre dans les salles pour aller voir des copies carbone d'autres films, des choses qui ont été pondues par une intelligence artificielle. C'est pas le monde dont je veux demain, mais, je le redis, vous pourrez avoir votre avis sur la question, vous pourrez d'ailleurs en parler dans les commentaires, n'hésitez pas, ça m'intéresse beaucoup, et si vous me dites qu'en ce moment la moitié des scénarios qui sortent à Hollywood ont l'air d'avoir été pondus par une intelligence artificielle, je pourrais pas vous dire que vous avez tort, sincèrement. Voilà, et c'est donc là la fin de cette émission. Je pense que vous aurez saisi un peu mon point de vue. Je trouve ça passionnant ce qui se passe à Hollywood en ce moment. Je trouve ça vraiment passionnant. Je trouve ça passionnant de voir que ces gros studios, la MPTP, qui est un espèce de gros conglomérat, qui est une espèce de géant tout puissant, plein de pognon aujourd'hui, tremble quand même un petit peu face à cette armée de scénaristes. Les acteurs aujourd'hui s'y mettent. Ça menace tout un tas de trucs à Hollywood. On parle de paralysie à Hollywood. C'est une totale paralysie parce qu'il y a plein de sujets déjà qui sont repoussés, qui sont mis sur le tapis pour plus tard. Des films, des projets, des scénarios, des cérémonies. Le Comic-Con, à mon avis, il n'aura pas lieu. Les Emmy Awards non plus. Il y a des films qui sont déjà repoussés. Des films comme Kraven the Hunter qui est repoussé d'un an à août prochain au lieu de la fin d'année. Il y a plein de films comme ça qui sont repoussés. Et actuellement, à Hollywood, ils commencent à plus pouvoir tourner. D'autant que les acteurs sont interdits par le syndicat de faire la promotion de certains films. Donc en gros, vous aurez plus d'acteurs. Ils vont pas tourner. Ils vont pas pouvoir faire la promotion des films, donc je veux dire, à quoi bon ? Les seuls projets actuellement qui sont en tournage, c'est des projets qui avaient démarré, et qui vont pouvoir démarrer sur la base de scénarios déjà écrits, et qui vont même pas pouvoir être touchés. Alors quand on sait aujourd'hui comment ça se passe à Hollywood, où ils commencent à donner le premier tour de manivelle, alors que le scénario n'est pas finalisé, je sais pas ce que ça va donner. En tout cas, je pense qu'on va passer encore une petite période, où on va pouvoir les attendre, nos prochaines saisons de séries, on va pouvoir attendre nos prochains films. J'ai peur qu'on ait une année un peu noire.
On va voir ce qui se passe. De toute façon, on a survécu au Covid. On survivra bien à cette grève des scénaristes. J'espère seulement que ça s'embourbera pas. Et puis que quand même, la MPTP, à un moment, va entendre un peu raison. Voilà, c'était mon propos pour cette modeste émission. N'hésitez pas à me faire part de vos retours, parce que là, pour le coup, vous voyez, on est sur une émission qui brasse un peu large, qui parle d'un peu de tout. Donc, si vous avez un avis sur la question, ça m'intéresse de le savoir, parce que souvent, nos échanges sont très enrichissants. Moi, je vous dis, comme toujours, à la prochaine. Ça sera là, ça sera sur cette même chaîne. On parlera de quoi, j'en sais rien. Mais on se revoit très bientôt. Ciao!